Oui, l'honorable Kwadwo Konan-Bertin en ligne, qui date donc à l'élection présidentielle donc en Côte d'Ivoire. Alors, nous allons échanger avec lui pendant au moins quelques petites minutes et puis revenir un peu donc dans le débat. Hein. Restez donc en ligne pour la majeure partie de nos auditeurs qui sont en ligne. Honorable Kwadwo Konan-Bertin, bonjour. Bonjour. Voilà. Voilà. Alors, honorable, hein, ça fait pratiquement déjà quelques jours que vous avez annoncé donc votre candidature à l'élection présidentielle donc en Côte d'Ivoire. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hein, après hein? Est-ce que bon, les jours hein, ressemblent pratiquement aux jours passés ou bien les choses commencent à changer à votre niveau? Non, il faut rester soi-même. Il faut rester soi-même parce que la fonction présidentielle, je la comprends comme un service. Il s'agit d'un homme qui décide de se mettre au service de ses concitoyens. Il faut vivre ça avec beaucoup d'humilité. C'est vrai que ça accroît des responsabilités sur les épaules, mais croyez-moi, ça fait de longs mois que nous avons mûri cette décision. Ça fait de longues années que nous nous mettons à l'écoute des Ivoiriens. Nous sommes préparés aussi bien moralement et psychologiquement pour assumer ces responsabilités si les Ivoiriens nous accordaient donc leur confiance le moment venu. Pour l'heure, nous n'en sommes pas là. Il faut continuer d'être sur le terrain, de donner des gages, d'être le bon exemple et d'être surtout à même justement de mériter la confiance donc de ces Ivoiriens-là. Donc pour moi, rien n'a changé. Je suis en ce moment en France parce que j'ai fait une mission de 72 heures à Bruxelles, en Belgique, et je vais regagner Abidjan le mercredi, justement pour entamer mes tournées sur le terrain. Et donc, pour vous dire que, bon, rien n'a changé, c'est le train-train quotidien. Voilà, rien n'a changé. Hein. Alors, honorable, vous avez annoncé votre candidature et puis aussitôt, hein, la même soirée, nous avons appris donc la candidature donc, de M. Essi Amara. Alors, les gens se sont posé la question, est-ce que l'honorable ne savait pas qu'Essi Amara a lancé sa candidature et a décidé donc de le faire avant lui, ou bien M. Essi Amara, selon vous, hein, c'est par réaction à votre candidature, honorable? Je ne pense pas que M. Essi Amara l'ait fait en réaction à ma candidature, non. Moi non plus, ça faisait quelque temps que tout le monde savait très bien, les gens voyaient venir. J'ai choisi de le faire avant mon voyage. J'étais loin de m'imaginer que M. Essi Amara aussi le ferait, peut-être le même jour ou le lendemain. Donc ça a été une pure coïncidence. Il ne faut pas y voir autre chose. Mais c'est la preuve, comme j'avais coutume de le dire, que mon parti, le PDCI-RDA, regorge de beaucoup de compétences, de talents qui peuvent rivaliser avec n'importe qui dans les prochaines élections. Donc, M. Essi Amara, qui est bien connu de tout le monde, a été pendant longtemps ministre des Affaires étrangères du président Houphouët-Boigny. Voilà, donc c'est une bonne chose que lui aussi. Je me réjouis qu'enfin, quelques années, se décide justement à faire la démonstration que, oui, le PDCI regorge des cadres capables de le défendre. Alors, vous avez 46 ans, hein? Vous savez, nous sommes en Afrique à 46 ans, vous êtes encore, si vous voulez, un jeune, hein? Alors, vous présentez votre candidature, d'aucuns disent non, l'honorable n'a jamais géré quelque chose, hein? Même pas une entreprise. Comment il pourra gérer, hein, près donc de 20 à 25 millions d'Ivoiriens, faire tourner l'économie, faire avancer pratiquement des choses. Alors, en entendant certainement donc de nous parler un peu de votre programme, je suppose très bientôt, hein, de façon ramassée, qu'est-ce que vous pourrez répondre à ça? Je suis étonné devant cette façon de faire. Voyez-vous, un grand pays comme les États-Unis, la plus grande puissance au monde, a accepté que M. Obama soit son président à 47 ans. Je ne veux pas me comparer à M. Obama, mais d'ici 2015, j'aurai exactement 47 ans, l'âge qu'avait M. Obama.
quand il devenait président des États-Unis. Donc, je ne pense pas que le fait d'être jeune soit un handicap. Sinon, même dans nos sociétés traditionnelles, je vais vous dire que c'est quand on est jeune qu'on a de la force, qu'on est productif, qu'on est rigoureux. Et je pense que nos aînés comme Henri Konan Bédié et tous les autres ont fait des prouesses quand ils avaient 30 ans, quand Houphouët-Boigny les responsabilisait à la tête du ministère de l'économie. Il n'y a pas que lui, Bédié seul. Donc, je considère que l'état actuel de délabrement de la Côte d'Ivoire nécessite qu'il y ait quelqu'un de jeune, de rigoureux, qui soit à sa tête, parce qu'il y a du boulot à faire. Pour la suite, c'est un mauvais procès qu'on me fait. J'ai été depuis 2001 conseiller à la mairie de Treichville, et vous pourrez approcher le maire Amicha François, il vous dira. Et quand on a géré la présidente des jeunes du PDCI-RDA pendant 12 ans, quand on a été membre du bureau politique du premier du PDCI-RDA, je ne dis pas autre chose, pendant 12 ans, la connaissance des hommes, c'est la première des qualités qu'il faut à un homme politique, et connaître son pays, son âme, ses mentalités. J'ai eu le temps justement de connaître les Ivoiriens, et croyez-moi, je dispose d'une équipe compétente parce que, pour ne rien vous cacher, une carrière politique, ça se construit sur la durée. Et depuis les bancs d'études, je me suis mis à l'idée que je bâtirais un jour une carrière politique. Et j'ai compris que la première chose, c'est de trouver des hommes qui vous entourent. Et les hommes qui nous entourent, depuis une vingtaine d'années, on a pris le temps de les trouver autour de nous. Et nous sommes une équipe jeune, dynamique, prête à diriger la Côte d'Ivoire et à faire les mêmes prouesses que les autres le font dans un pays civilisé, là où vous vivez par exemple. Donc, je pense que c'est un atout majeur. Il ne faut pas qu'on s'imagine que parce qu'on est jeune, ah non, 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 il faut arrêter de réfléchir comme ça. Justement, c'est un paradoxe. Un pays comme la Côte d'Ivoire, où, je veux dire, la totalité ou la grande partie de notre population est jeune, il faut accepter que justement, les dirigeants soient le reflet de cette société. Voilà, pour se présenter à une élection présidentielle, quelque chose de très calculé. Vous devez certainement avoir des investisseurs, des hommes, une équipe autour de vous. Et tout cela nécessite beaucoup d'argent, beaucoup même d'argent, avant donc de... et surtout quand vous aurez en face de vous, M. Alassane Dramane Ouattara qui bénéficiera de son fonds de souveraineté des milliards et des milliards. Mais honorable Kakabé, est-ce que vous êtes prêt financièrement à affronter cette machine financière en face de vous? Voyez-vous, c'est même ce type de raisonnement qui justement m'incite à vouloir briguer la présidentielle. Je n'ai jamais vu aux États-Unis, en France, en Europe, un président qui fait don d'ambulance. Je n'ai jamais vu un président qui fait don de tonnes de riz aux populations. Je n'ai jamais vu un président de pays sérieux qui distribue de l'argent aux autres. C'est l'État, justement, qui s'occupe des concitoyens. Mais chez nous, dans nos pays d'Afrique, oui, subitement, on devient riche quand on est président de la République. Et c'est le président qui fait des dons. Il faut que tout ça prenne fin. Je n'ai pas d'argent pour aller faire des dons, mais la Côte d'Ivoire a ce qu'il faut pour s'occuper des Ivoiriens et c'est possible. Et je vais gérer la Côte d'Ivoire autrement. Donc, il ne s'agit pas pour nous de dire qu'il faut qu'on ait quelqu'un qui soit riche. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays à brader au plus riche, au premier venu. C'est un pays qui a beaucoup de potentialités. Il n'y a qu'à le diriger en toute transparence et mettre au service des Ivoiriens les ressources de leur pays. Il faut que ça prenne fin. Ces histoires de la première dame a offert 2 tonnes de riz aux populations, la première dame a offert un hôpital, la première dame a offert des médicaments génériques, la première dame a offert une école ici, le président a offert. La Côte d'Ivoire n'offre jamais rien. C'est le président qui subitement devient riche et qui offre. Ça, il faut que ces pratiques prennent fin. Je n'ai donc pas besoin de disposer de milliards personnellement pour que la Côte d'Ivoire, travaille pour les Ivoiriens. Alors, on le dit le plus souvent, ventre infamé d'un point d'oreille, honorable. Vous avez dit la dernière fois que les Ivoiriens ont faim. Vous venez certainement avec la rhétorique, avec certainement le langage et un programme, et en face de vous, quelqu'un qui vient avec des billets de banque.
sommes en Côte d'Ivoire, vous ne pensez pas que cela peut peser un peu lourd, hein, si vous voulez, hein? En 5 ans, qu'est-ce que les billets des banques ont réglé en Côte d'Ivoire? Est-ce que les billets des banques ont mis fin à la famine des Ivoiriens? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut arrêter ça. Il faut faire autre chose. Ce qui compte, c'est quelle est cette politique qu'on met en place pour combattre le chômage qui devient massif des jeunes, qui devient sédentaire. Il faut donner du travail aux jeunes. Ça suppose qu'il faut réconcilier les Ivoiriens dans un premier temps. Il faut rendre la Côte d'Ivoire un pays stable qui attire donc les investisseurs pour que nous puissions privilégier le secteur privé, donner du travail aux Ivoiriens pour qu'ils se nourrissent par le travail et apprennent à gagner leur pain à la sueur de leur front. Parce que je ne crois pas que les billets de banque qu'on distribue vont régler nos problèmes. Vous savez, c'est un proverbe chinois qui le dit, l'aide qui ne vous aide pas à vous débarrasser de l'aide n'est pas de l'aide. Il faut responsabiliser les Ivoiriens, il faut les mettre au travail, il faut créer de l'emploi pour que justement ils n'aient plus à tendre la main et que désormais ils puissent savoir apprécier les projets, ce qui est bon pour eux et ce qui ne l'est pas. Et je pense que le peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui est un peuple mature et qui ne peut plus accepter ou se contenter de 100 000, 200 000 en période de campagne et des promesses fallacieuses qu'on ne tiendra jamais. Combien de milliards n'a-t-on pas annoncé pour les régions en Côte d'Ivoire? Combien d'universités n'a-t-on pas annoncé chaque année en Côte d'Ivoire? Où en sommes-nous? Est-ce que quand on a fait le bilan, écoute, le temps viendra où on parlera de ces choses. Mais je veux dire aux Ivoiriens que je suis prêt. Je suis prêt à rendre aux Ivoiriens leur pays. Pour que justement, la Côte d'Ivoire donne à tous les Ivoiriens les mêmes chances de succès et d'épanouissement. D'accord. Alors, vous aviez dit que vous êtes donc le candidat des jeunes, c'est aussi clair. Hein. Qu'est-ce qui vous fait dire que les jeunes se reconnaissent tellement en vous? Est-ce que vous avez des signes sur le terrain assez clairs qui montrent que les jeunes attendaient votre candidature? Je ne vais pas aller vite en besogne, mais c'est une question de terrain pratique. Ça va se prouver dans les mois à venir et chacun se fera une idée. Parce que je suis de la même situation sociale que tous ces jeunes gens. Nous avons fréquenté les mêmes bancs d'études, nous nous connaissons, et je pense que je ne suis pas méconnu des jeunes de Côte d'Ivoire. Nous avons les mêmes problèmes, et ils se reconnaissent en nous. Et j'ai dit, cette candidature sera d'abord portée prioritairement par les jeunes. Si tel était le cas, je serais l'homme le plus heureux. Mais c'est aussi la candidature des femmes de Côte d'Ivoire. C'est aussi la candidature de nos anciens. Parce que ce sera une candidature dans une sorte d'alliance des générations. Moi, je suis militant du PDCI et une des choses que vous pouvez m'enseigner, c'est de veiller à ce que la chaîne des générations ne se brise jamais. La Côte d'Ivoire est un tout. Et chacun de nous a sa place. Les âges sont utiles. Et nous allons cohabiter pour que, justement, la Côte d'Ivoire devienne la Côte d'Ivoire. Donc, je veux être le candidat de l'ensemble des Ivoiriens. Mais il va sans dire que les jeunes ont besoin d'être assurés qu'ils peuvent s'assumer maintenant et préparer leur avenir. Je vous ai souvent répété, allez-y en Côte d'Ivoire. C'est triste aujourd'hui. Ils sont d'ailleurs les plus nombreux. Ces jeunes gens dont l'âge est compris entre 30 ans et 45 ans et 50 ans, qui n'ont jamais goûté au bonheur d'un premier emploi, j'en ferai ma priorité parmi les combats que je vais livrer. C'est un combat contre le chômage que je vais livrer. Et croyez-moi, de ce point de vue-là, oui, je dirais que c'est une candidature des jeunes. Alors, est-ce que selon vous, la présidentielle de 2005 pourra-t-elle se dérouler sereinement, quand on sait que vous-même, pendant donc des élections législatives, permettez-moi l'expression, vous vous êtes fait attaquer, permettez-moi l'expression aussi bastonner, honorable. Oui, c'est le mot, il est juste, j'ai été bastonné. Comme dans les vieilles sociétés traditionnelles, j'ai été bastonné, c'est le mot. Mais j'ose croire que le président Alassane Ouattara, qui a été quand même, grand fonctionnaire au Fonds monétaire international, au FMI, devenu président de la République de Côte d'Ivoire, nous l'avons considéré comme une chance
je refuse de penser que sous son mandat, il puisse y avoir une élection présidentielle qui va déboucher sur la violence et avec des empêchements de vote. Non. Moi, je lui fais confiance parce que ces élections-là doivent tirer les leçons des élections passées parce qu'elles doivent nous réconcilier. Et nous devons de toute façon admettre que notre continent d'Afrique est condamné justement à épouser la démocratie. Et nous sommes engagés dans un processus irréversible. De toute façon, vous voyez bien sur le continent, tous ceux qui tentent de se mettre en marge et qui tentent donc de répatrier les textes fondateurs de leur République, vous voyez le sort qui leur est réservé. Alors, il faut comprendre très vite quelles sont les leçons qui s'imposent et agir de sorte à ramener la paix définitivement à notre pays, dans notre pays. En tout cas, moi, je suis moralement et psychologiquement préparé à aller à ces élections. Et je l'ai déjà dit, je ne reculerai au-devant aucune audace. Parce qu'au nom de la démocratie, et pour libérer le peuple de Côte d'Ivoire, je battrai campagne sur les 322 000 km². Et je pense que si Alassane peut faire campagne dans tous les villages de Côte d'Ivoire, ce qui est une bonne chose, on doit admettre qu'un autre Ivoirien puisse faire campagne aussi sans être inquiété dans tous les villages de Côte d'Ivoire. Ainsi va la démocratie. Ainsi va la démocratie. Alors, aujourd'hui, quels sont quand même un peu vos rapports avec le président Alassane Dramane Ouattara? Et ensuite, comment réagissez-vous, si vous voulez, aux accusations en disant que l'honorable Kwadjo Konan-Bertin est donc du RHTP, il est lui-même député du RHTP. Tant qu'il sera au RHTP, nous ne voterons pas pour lui. Ça vient certainement des militants donc du Front populaire ivoirien. De certains militants, pas des militants, de certains militants. Alors, que répondez-vous par rapport à ces deux interrogations? Vos relations avec le président Alassane et votre appartenance? Oui, ma compréhension de la démocratie est simple. Quand on est en démocratie, surtout par ces temps qui courent, il ne faut pas rêver à avoir des scores soviétiques. Et donc, mon rêve, ce n'est pas que tous les Ivoiriens votent pour moi. Je suis candidat, seulement je veux que tous ceux qui croient en moi me votent. S'ils sont les plus nombreux, je serai élu. S'ils ne sont pas les plus nombreux, je ne serai pas élu et ce ne sera pas la fin du monde. Donc, je ne rêve pas que tous les Ivoiriens votent pour moi. Je souhaite tout simplement qu'il y ait des partis politiques forts qui rivalisent donc sur le terrain pour donner vie et force à la démocratie. Moi, j'ai été RHDP, je suis RHDP. Le RHDP a ses règles, ce sont bien connues. Chaque parti garde son autonomie. Je ne dirais pas que parce que les militants du FPI ont travaillé avec Alassane dans un plan républicain en 1995 que je ne leur parle pas aujourd'hui. J'ai été à La Haye, manifester ma solidarité au président Gbagbo, qui a perdu sa maman. Je n'ai pas tenu compte du fait qu'en 1995, il a créé le Front républicain avec Alassane Ouattara. Je pense que j'invite les Ivoiriens à tirer les leçons du passé, comprendre très bien les origines, la crise que nous avons vécue, et ne pas regarder dans les rétroviseurs. Il faut qu'on avance. Si on n'a pas compris que c'est de notre division que prospèrent les autres, eh bien, ce serait bien dommage pour la Côte d'Ivoire. Nous n'avons qu'un seul pays, nous n'avons qu'un seul intérêt, et nous devons pouvoir nous accorder sur cet intérêt-là. Chacun son identité, tout le monde sait que je suis PDCI, je ne m'en cache pas, je le dis haut et fort, j'en suis fier. J'ai un projet à proposer aux Ivoiriens, où Fouboigny était PDCI RDA, il a permis à tout le monde de s'épanouir en Côte d'Ivoire. Alors, donc, écoutez, ce n'est pas le débat de ce type qui fera avancer la Côte d'Ivoire. Et j'entends parler le plus grand nombre de militants du FPI. Je ne pense pas que les militants du FPI soient dans cette logique-là. Alors, comment dans cette logique, comment vous allez certainement vous en sortir donc des mailles du PDCI-RDA si aujourd'hui votre candidature n'est pas retenue, disons que à la convention, le parti décide donc d'apporter son soutien à M. Alassane Dramane Ouattara. Allez-vous vous allier ou bien vous allez maintenir votre candidature en tant que candidat libre? D'abord, je vais vous dire une chose. Je ne connais pas un seul militant du PDCI-RDA qui accepterait d'aller voter pour Alassane Ouattara au premier tour. Je n'en connais pas. Oui, ça n'existe pas. Même pas d'Aoukro, ça n'existe pas. Je n'en connais pas un seul. Nous nous connaissons tous, nous avons fait le tour. Aucun militant du PDCI-RDA n'acceptera que son parti n'ait pas
un compétiteur. Ce n'est pas possible. Alors, le fait qu'on veuille présenter aux Ivoiriens et au monde que M. Bédié et Ouattara sont ensemble, ce n'est rien d'autre qu'une volonté de tricher. Faire croire que sociologiquement, dès lors que les deux hommes sont ensemble, alors M. Ouattara peut gagner. Non, ce n'est pas possible. Nous allons veiller à ce que tout soit transparent, tout soit clair. Nous serons vigilants de bout en bout. En tout cas, si par extraordinaire, il arrivait que M. Bédié étouffe toute velléité des candidatures au PDCI-RDA, parce que ça, c'est aussi possible. Voyez-moi, je l'ai déjà dit, avec ou sans le PDCI-RDA, je serai candidat. Pour la simple raison que, regardez, nous sommes à l'Assemblée nationale, à peu près 90 députés du PDCI. Mais sur les 90 députés du PDCI, vous avez maximum 40 qui ont été élus sous la bannière du PDCI. Les 50 autres ont été indépendants. Après, ils nous ont rejoints. Ça veut dire que ce n'est pas impossible. M. Bédié lui-même, il était en exil. La convention de 2000 avait désigné Émile Constant Bombé comme candidat du PDCI. M. Bédié était candidat indépendant. Ça n'a pas empêché qu'il soit après président du PDCI-RDA. Vous voyez, croyez-vous que tous les hommes, nos militants sont mûrs, ils sont éclairés, ils savent ce que c'est, ils comprennent bien les enjeux. Donc il n'y a plus de place pour la diversion. Nous sommes préparés à toutes sortes d'éventualités. Alors, dans ces conditions, pourquoi vous ne vous déclarez pas donc candidat libre en ce moment, indépendant en ce moment? J'ai déjà déclaré ma candidature, j'ai dit pour deux raisons. La première raison, je dis, je vais sauver le parti de Félix Houphouët-Boigny. La deuxième raison, je dis, je m'occuperai de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que, quoi qu'il en soit, je suis candidat. Voilà. Mais je veux rester un militant discipliné, un militant au parcours irréprochable. Je ne vais pas être le premier à donner l'impression que je bafoue les règles au sein du PDCI. Nous avons des procédures, nous avons décidé d'aller à une convention, mais visiblement, si la convention ne se tient pas en 2014, ça veut dire qu'il y a un plan B qui veut que matériellement, on nous ait à l'usure, nous amener jusqu'au premier trimestre de l'année 2015 sans qu'on ait connu le candidat du PDCI-RDA. Ça veut dire que c'est clair que de la tête de M. Bédié, il n'y aura pas de candidat du PDCI. À ce moment-là, je prendrai mes responsabilités. Mais de l'autre côté, est-ce que vous n'avez pas l'impression de vouloir une chose et puis un peu son contraire, hein? Est-ce que vous êtes des démocrates, hein? Vous parlez donc du respect donc des thèses, du respect de tout ce qui se passe au PDCI, mais vous déclarez que vous êtes candidat libre et que vous allez certainement participer donc au Congrès. Vous pensez que déclarer tout seul, sans aviser personne au PDCI, sans consulter les structures du PDCI, sans associer personne et au mépris des résolutions du Congrès, que le PDCI n'a pas de candidat, ça c'est fait preuve de respecter les textes du PDCI-RDA. C'est pas moi qui les transgresse. Ceux qui les transgressent sont là au jour, sous nos yeux. En temps normal, cela devait être sanctionné. C'est eux qui devaient être sanctionnés, c'est eux qui devaient être punis, c'est eux qui devaient être radiés, suspendus. Mais c'est eux qui suspendent les autres. J'ai vu que récemment, on a suspendu un délégué de ses fonctions parce que simplement ce délégué-là demande à soutenir une candidature du PDCI-RDA, ce que le Congrès a décidé. C'est ça le grand paradoxe du moment. Alors, c'est pas moi qui suis en marge, donc ces choses-là, c'est bien plutôt ceux qui transgressent au quotidien nos règles élémentaires qui sont ceux-là qui doivent être sanctionnés. Bon, malheureusement, ils sont intouchables parce que les choses vont, il y va ainsi. Bon, au PDCI, c'est tout ça qui doit changer. C'est tout ça qui doit changer. Et tout ça qui doit changer. Alors, qu'attendez-vous concrètement donc de la diaspora et surtout des auditeurs du Jacques Roger Show qui vous écoutent et qui vous aiment beaucoup? Je leur ai toujours tenu un discours et je suis constant. Moi, je demande à tout le monde, à chaque Ivoirien, de ne jamais perdre confiance en lui-même et de ne jamais perdre confiance en la Côte d'Ivoire. Je leur répète toujours qu'un peuple uni, rien ne peut lui résister. La première des choses à réussir aujourd'hui, après avoir fait la guerre, c'est la réconciliation des fils et des filles de ce pays. Il faut, après que tous les Ivoiriens rentrent en Côte d'Ivoire et que nous tous, nous mettions à rebâtir notre pays. Je demande aux Ivoiriens de prédisposer leur cœur à aller au pardon. Moi, je suis le candidat qui doit réconcilier les Ivoiriens.
je ne suis pas venu pour gouverner pour une tribu. Parce que je ne viendrai pas avec l'idée que ce sera mon tour. Il faut que ce soit finalement le tour de tous les Ivoiriens. Il faut que tous les Ivoiriens se sentent dans tous les actes que je vais poser, comme par le passé, quand Félix Houphouët-Boigny dirigeait la Côte d'Ivoire. Je dis donc aux Ivoiriens de la diaspora de nous faire confiance. Je compte sur eux surtout parce que j'estime que quelqu'un qui a vécu aux États-Unis pendant au moins 10 ans ou 20 ans, quelqu'un qui a vécu en Europe pendant 20 ans, vous là, vous avez eu le temps de côtoyer de nouvelles civilisations, d'apprendre beaucoup de choses qui peuvent faire évoluer notre pays, la Côte d'Ivoire. Et j'attends que les Ivoiriens de la diaspora viennent contribuer au développement de leur pays. Et je leur accorderai une place de choix, croyez-moi, ça, ce n'est pas de la démagogie. Voilà, une place de choix, ce n'est pas du tout de la démagogie. Honorable, avant de vous laisser partir, je crois que nous avons une question de M. Chamazine Guetta, qui vous aime beaucoup, mais bon, il est un peu bien, mais il vous aime beaucoup. Alors, Guetta, avez-vous une question pour l'honorable Kwadjo Konan-Bertin? Oui, allô? Oui, avez-vous une question pour l'honorable Kwadjo Konan-Bertin, rapidement? Déjà, ce n'est pas une question en tant que telle, c'est surtout un ami qui a une préoccupation. Bon, pas une préoccupation, mais je vais dire que vous m'entendez, Jacques? Oui, nous vous entendons, bien sûr. Voilà, donc, honorable, hier, quelqu'un m'a approché et la personne même avait voulu rentrer en contact avec vous. J'ai dû parler avec Jacques Roger. Bon, c'est quelqu'un qui est aux États-Unis, qui suit votre candidature et qui veut mettre une structure en place ici pour pouvoir faire une levée comment on peut appeler ça, un fundraising pour pouvoir, je vais dire, vous venir en aide financièrement par rapport à votre campagne. Et donc, il m'avait approché, il m'a demandé de voir Jacques Roger dans quelle mesure on pouvait rentrer en contact avec vous. Et puis, bon, mettre cette structure qui pourrait vraiment vous aider à travers les États-Unis, faire une collecte de fonds. Alors donc, je pense que Jacques va rentrer en contact avec vous pour pouvoir définir le contour de cette structure. Et puis, bon, on pourra éventuellement vous mettre en contact avec celui qui est venu avec cette idée-là. Donc, voici un peu ce qu'un de nos frères ivoiriens ici veut faire. Donc, peut-être qu'on aura encore... Mais voilà, Jacques Roger, ce qui me fait penser que je n'ai pas tort de penser qu'il faut accorder une place de choix aux Ivoiriens de la diaspora. Ça, c'est des réflexes nouveaux. Là où certains pensent qu'il faut avoir des milliards pour prétendre diriger la Côte d'Ivoire, voici des réflexes nouveaux. Des gens qui vous proposent autre chose. Comment lever des fonds pour accompagner une candidature. Voilà, je crois que c'est ce qui se fait aux États-Unis. C'est ce que nous devons apprendre à faire de plus en plus. Parce que l'Ivoirien qui va vous sortir 15, 20, 50 milliards, vous allez vous acheter tous. Mais posez-vous la question, mais où est-ce qu'il a obtenu ces 15, 30, 50 milliards? Mais une fois qu'il est élu président de la République, il faut bien qu'il aille rembourser cet argent auprès des personnes qui le lui ont prêté. Et après, vous vous plaignez qu'on ne sait pas où va l'argent, mais parce que les choses au départ n'ont pas été faites dans la transparence. Donc, je salue cette initiative. Hors antenne, on pourra en parler, mais c'est comme ça que nous devons agir désormais. Que des Ivoiriens aient ce genre de réflexe pour que de plus en plus ça puisse participer à l'éducation des masses en Côte d'Ivoire. Il faut que l'on comprenne que désormais, quand on veut être président d'un pays comme la Côte d'Ivoire, voici les voies qu'on peut emprunter pour récolter de l'argent en toute transparence. Et à ce moment-là, voilà. Donc, je salue cette initiative et ça me conforte à l'idée que la diaspora devrait pouvoir avoir une place de choix dans notre programme à nous. Voilà, honorable, on va prendre la dernière question qui vient donc de notre ami Ibrahim Diallo, qui est donc membre d'un nouveau parti, jeune parti en Guinée qu'on appelle le Bloc libéral, qui est devenu un parti dynamique avec un leader aussi charismatique, comme vous d'ailleurs. Il aurait souhaité réellement vous mettre en contact avec son leader parce qu'il pense que l'avenir vous appartient et appartient aussi à son parti. Il est en ligne, il va vous certainement poser sa question ou bien un commentaire. Ibrahim Diallo, allez-y, vous êtes en ligne. Voilà, merci beaucoup, Jacques Roger. Je salue très bien l'honorable et je suis très content d'avoir la parole pendant qu'il est en ligne parce que vous savez, même la dernière fois, je regrette beaucoup que je n'avais pas participé
quand il était venu aux États-Unis ici, j'ai vraiment voulu participer parce que aujourd'hui, vous savez, il représente même une référence, même chez nous, au sein de notre parti. La dernière fois, je vous fais un témoignage, quand je parlais avec notre directeur de communication, le jeune Aliouba, que vous avez connu, qui est venu même sur les antennes de Jacques Roger, il m'a parlé de M. Kakabe. Donc, je lui ai dit que oui, voilà, c'est un jeune leader qui est venu. Je pense qu'il encourage aussi la nouvelle génération parce qu'il faut qu'on parte au-delà des considérations que nous avons toujours connues en Afrique. Moi, je l'ai dit la dernière fois quand on m'a demandé la question de savoir ma position sur sa candidature. J'ai dit que moi, je l'encourage et tous les jeunes africains démocrates doivent l'encourager parce qu'ils doivent savoir que c'est notre avenir, l'avenir de la jeunesse africaine qui est en jeu aujourd'hui. Et si nous voyons des jeunes comme ça, comme lui, comme notre leader, Dr Fayam Limono, des jeunes qui se battent réellement pour que la donne change dans nos pays, il faut les encourager, il faut les avouer. Donc, monsieur l'honorable, moi la question que je voudrais vous poser, je vous dis d'abord que je suis quelqu'un qui vous admire beaucoup, beaucoup même, et je vous admire presque, je ne dirais pas au même titre que mon leader, mais après mon leader aujourd'hui, c'est vous qui allez venir derrière. Moi, je vous demande tout simplement, qu'est-ce que vous pensez réellement? Est-ce que vous pensez que les chances aujourd'hui sont beaucoup grandes pour vous pour pouvoir vraiment décrocher quelque chose en 2015? Ou bien cette course-là de 2015-là, c'est peut-être pour vous préparer pour les élections de 2020 après le départ du Dr Alassane Ouattara au pouvoir en 2020. C'est ma question. Je vous remercie et je vous encourage, l'honorable. Et le jour que vous reviendrez aux États-Unis, je promets que je participerai à votre réunion que vous allez faire ici aux États-Unis. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour ces paroles aimables. C'est un honneur pour moi, c'est un honneur que je ressens devant ces propos élogieux que vous tenez à mon endroit. Vous savez, nous sommes dans une communauté de destin, comme je le dis. Le continent africain sera construit par nous-mêmes. Chaque génération apportera justement sa pierre. La Guinée est un pays voisin, c'est un pays frère. Et donc, nous avons pratiquement les mêmes réalités. Il va de soi que nous puissions conjuguer nos efforts dans les années à venir pour que nous puissions faire face aux grandes maladies comme Ebola, comme tous ces maux qui minent le continent. Donc, voyez-vous que, d'ailleurs, c'est absurde, ce type de raisonnement qui tend à faire croire que on est bon pour le service que quand on est amorti, quand on a 60 ans ou 70 ans. Non, l'Afrique a tous les défis à relever pour que ces jeunes qu'elle a formés à grands frais et qui sont aujourd'hui en situation d'apporter quelque chose ne puissent pas s'exprimer aussi par lui. Non, moi, c'est pas mon idée. Donc, je suis d'accord avec vous qu'il faut que les jeunes sur le continent prennent leurs responsabilités et qu'ils apportent des idées nouvelles pour bâtir l'Afrique. Alors, en ce qui me concerne, alors, écoutez, si vous allez sur le terrain, vous allez bien vous rendre compte qu'il va y avoir beaucoup de surprises. Il y a quelques structures fiables qui ont fait en ce moment en Côte d'Ivoire une sorte de sondage et qui sont à la disposition des gouvernants. Ils savent très bien la réalité du terrain. En tout cas, moi, je suis convaincu d'une chose. D'abord, personne ne peut gagner au premier tour des élections présidentielles. Et en Côte d'Ivoire, personne ne peut me faire accepter cela. Et donc, si M. Ouattara ne réussit pas à se proclamer vainqueur au premier tour, je vais vous dire que la surprise viendra de là. Je gagnerai les élections de 2015. Je ne vais pas pour y figurer. J'ai étudié le terrain. Je connais les Ivoiriens. Je sais à peu près ce qu'ils veulent aujourd'hui, dans leur grande majorité. Et si M. Ouattara s'accroche désespérément à M. Bédier pour espérer une candidature unique, c'est bien parce qu'il est conscient qu'à lui tout seul, il ne peut pas gagner les élections. Je vous en donne la garantie que ces élections vont être âpres, elles doivent être transparentes. Si elles le sont sans violence, nul doute que la surprise viendra de là. Eh bien, je gagnerai ces élections. C'est ce que je peux vous dire ce soir.
Voilà, un honorable, Dieu qu'on très, très optimiste, honorable. Alors, nous allons vous avoir donc régulièrement, honorable. Hein. Encore une fois, merci de nous faire confiance et d'être là chaque fois que les auditeurs ont besoin de vous. Hein. Alors, honorable, votre mot d'espoir, on ne dira pas mot de fin, puisqu'on va vous avoir très régulièrement, votre mot d'espoir, honorable. L'espoir que la Côte d'Ivoire renaisse, l'espoir que les enfants de ce pays se retrouvent. Je pense que nous nous reverrons très bientôt parce que maintenant, il ne faut pas être candidat pour être candidat. C'est une demande que je formule pour que je puisse dire aux Ivoiriens de la diaspora le projet de société que je leur propose et mon programme de gouvernement. Ça sera donc l'objet de débats, de critiques, et donc je reviendrai donc vers vous pour que nous puissions en parler dans les prochaines semaines. Pour le reste, il faut espérer que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire, que les conditions soient réunies pour des élections transparentes, que les conditions soient réunies pour que ces élections-là elles soient apaisées et qu'elles réconcilient donc les Ivoiriens et que tous les enfants de la Côte d'Ivoire puissent regagner leur pays et que chacun justement aide à construire ce pays-là qui a besoin de tous. Alors, honorable, la toute dernière question que j'avais oubliée après l'annonce de votre candidature, hein, vos rapports avec vos collègues, vos amis, hein, les frères du PDCI-RDA, est-ce que vous avez reçu des menaces ou bien pour le moment, ça va? Non, tout va bien, au contraire. Ça suscite beaucoup d'engouement, beaucoup d'enthousiasme. Et d'ailleurs, l'on peut retenir que, à force d'insister, j'ai fini par donner de l'espoir. Et finalement, le jeu est ouvert. Donc, c'est plutôt des félicitations qu'on a de part et d'autre. Et nous sommes entre militants du PDCI-RDA. Nous devons faire prévaloir en ces instants-là les valeurs qui sont les nôtres, les valeurs de respect mutuel, les valeurs de considération, de courtoisie entre nous, de tolérance. Et donc, si nous sommes 3, 4, 5 candidats au PDCI-RDA, je pense que nous allons échanger régulièrement entre nous, et puis peut-être, pourquoi pas, nous nous mettrons d'accord autour de celui qui a le meilleur profil. Et je pense que ça pourrait être moi, pourquoi pas. Donc, il n'y a pas d'animosité entre nous, bien au contraire. Voilà, bien au contraire. Je m'excuse encore de vous poser toute dernière question. Hein. Ça devait être la première question, même d'ailleurs. Hein. Ça fait 21 ans que le président Houphouët est décédé. Hier, ça marquait exactement 21 ans, jour pour jour. Hein. Vous vous identifiez toujours au président Houphouët. Est-ce que vous avez un petit mot par rapport à ça? Hein? Vous savez, chaque jour qui naît nous fait penser toujours à Félix Houphouët-Boigny, parce que malheureusement, tous ceux qui lui ont succédé, qui sont venus après, n'ont rien fait pour qu'on l'oublie. Houphouët reste une réalité dans nos mémoires. En Côte d'Ivoire, inoubliable. Houphouët reste le grand bâtisseur, Houphouët reste le grand visionnaire, l'homme de paix. Ces enseignements sont toujours d'actualité et nous n'aurons jamais dû d'ailleurs nous écarter de ces enseignements-là. Donc Houphouët, c'est le repère, surtout pour tout militant du PDCI-RDA, c'est le repère, c'est le point fixe. Pour l'instant, il reste inoubliable. C'est le grand homme, le bâtisseur, pour ne pas me répéter. Donc, 21 ans seulement après sa mort, il faut regretter que son pays soit dans cette tourmente-là. Je ne pense pas qu'il soit heureux de nous voir dans ces conditions-là. C'est pourquoi je veux dire que mon slogan le plus fort, c'est de ressusciter la Côte d'Ivoire. Ressusciter la Côte d'Ivoire, c'est pas faire du miracle, c'est de faire exactement ce qu'a fait Houphouët et d'apporter une nouvelle touche. Car n'oublions pas qu'Houphouët aimait bien répéter la chose suivante. Nous, les dévanciers, nous avons le mérite peut-être de tracer les sillons. Il vous appartiendra à vous, nos enfants, de les élargir. Nous n'avons pas élargi les sillons, nous les avons au contraire rétrécis, mais il faut les élargir maintenant. Donc, Houphouët, prions que sa mémoire qu'il repose en paix, prions que Dieu lui accorde une bonne place à ses côtés pour tout ce qu'il a fait sur cette terre, des hommes. Houphouët mérite un repos éternel mais paisible. Il restera pour nous toujours la référence en Côte d'Ivoire.
Voilà. Merci beaucoup, honorable Kwadjo Konan-Bertin. Et portez-vous bien. Je dis à très bientôt. Au revoir. Merci, Jacques. Au revoir. C'est donc l'honorable Kwadjo Konan-Bertin que nous allons